Bonjour les amis. Je vais vous expliquer aujourd'hui les éléments de base à connaître pour lire et comprendre une monnaie royale française. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. De façon générale, on ne peut pas dire que les monnaies royales françaises soient faciles à déchiffrer et à comprendre. Après plusieurs siècles d'existence, elles sont assez souvent dans des états de conservation qui rendent leur lecture difficile. Mais surtout elles sont un reflet de l'évolution de l'état historique, économique, culturel et technique du pays au fil du temps. Elles portent donc des légendes le plus souvent écrites en latin avec des formes d'écriture aujourd'hui disparues, de nombreuses marques, des signes, des différents, des symboles variés et de multiples particularités qui en font de véritables objets codés. Et c'est justement l'un des plaisirs du numismate que de décrypter les monnaies. Nous donnons ci-dessous quelques éléments qui permettent de décoder les monnaies royales. Entre l'accession au trône du premier roi de France, Hugues Capet, en 987 après Jésus-Christ et la mort de Louis XVI, le 21 janvier 1793, 8 siècles d'histoire monétaire se sont écoulés et de très nombreuses évolutions ont eu lieu. Les plus anciennes monnaies étaient frappées à la main, au marteau, sur de fines lamelles de métal dont l'épaisseur était toujours inférieure au millimètre. Ces monnaies légères, les deniers et les oboles, se pliaient facilement et étaient constituées d'un mélange d'argent en faible proportion et de cuivre. Avec l'écoulement du temps, l'oxydation du cuivre a souvent transformé les monnaies qui étaient initialement blanches en monnaie noire. Du fait de leur mode de fabrication artisanale, les pièces ont souvent une forme irrégulière et l'écrasement du métal lors de la frappe a pu provoquer des fissures sur les bords des monnaies. De plus, le double coup de marteau nécessaire à la fabrication des pièces les plus grosses provoquait parfois un tréflage, c'est-à-dire un double marquage légèrement décalé de l'empreinte de la monnaie. À partir du XIIIe siècle, des monnaies constituées d'argent et d'or font leur apparition parmi les monnaies royales françaises. Ces pièces d'une valeur élevée ont souvent été fabriquées avec beaucoup plus de soin que les petites monnaies noires destinées à l'usage quotidien du peuple. Ces monnaies devaient sortir des ateliers avec un poids bien calibré. Si le poids de la pièce était supérieur à la tolérance, les monnayeurs étaient autorisés à les limer pour ajuster leur poids. Aussi voit-on sur certaines monnaies des stries d'ajustage. Sous le règne de Louis XIV, pour éviter les frais de fabrication de flancs neufs, il est arrivé que de nouvelles monnaies soient frappées sur d'anciennes pièces. Il s'agit de monnaies dites réformées. Mais la nouvelle frappe n'effaçait pas complètement l'ancienne empreinte et l'on voit ainsi des pièces qui sont comme un palimpseste. C'est-à-dire que l'on devine l'ancienne monnaie sous la nouvelle. Il faut rajouter qu'en plus de ces particularités de fabrication, les monnaies connaissaient souvent une utilisation très longue, ce qui entraînait une usure, le frais, très importante. De plus, de nombreuses monnaies ont été malmenées à l'époque par les changeurs, les billonneurs et autres rogneurs qui ont souvent gratté le flanc des pièces pour en récupérer un peu de métal précieux. Si on rajoute à cela, pour certaines monnaies, un séjour de plusieurs siècles sous terre, on comprend que de nombreuses pièces nous sont parvenues dans des états de conservation médiocres. Sur un plan technique, l'évolution majeure dans la fabrication des monnaies est l'utilisation de la force mécanique qui a remplacé graduellement l'utilisation du marteau pour frapper les pièces. Les premiers essais d'utilisation de presse à balancier ont eu lieu sous le règne d'Henri II, 1547 à 1559, mais c'est avec la fabrication des doubles tournois de cuivre, à la fin du XVIe siècle, que commence véritablement la fabrication mécanisée des monnaies. Sous le règne de Louis XIV, entre 1643 et 1715, la frappe au balancier est généralisée à toutes les monnaies, qu'il s'agisse des louis d'or ou des écus d'argent. Le résultat, c'est un immense progrès de la qualité des monnaies fabriquées. Désormais, les pièces sont bien rondes et la force de la machine permet de fabriquer de grosses monnaies avec des légendes et des effigies parfaitement imprimées sur le métal. Les monnaies sont frappées des deux côtés et portent toutes des légendes circulaires et des images dans le champ. La légende était généralement inscrite entre deux grénotis ou cercles linéaires. L'usage du grénotis ou du cercle linéaire intérieur a été abandonné à partir du XVIe siècle. Ces cercles ont un rapport direct avec la fabrication des monnaies. Le graveur commençait en effet par tracer au compas le cercle extérieur, puis le cercle intérieur qui lui donnait les limites pour graver la légende avec des lettres de bonne hauteur et la figure centrale de la pièce dans le champ. Comme on peut le voir sur la monnaie ci-dessous, au Moyen-Âge et jusqu'au règne de Louis XIII, l'usage voulait que la légende commence en haut, après une petite croix, la croisette, ou un autre symbole. Sur certaines monnaies, la légende commence en bas à gauche à partir du règne d'Henri II, 1547 à 1559, l'axe étant occupé par la lettre de l'atelier. Sous Louis XIII, les légendes commencent au niveau de l'épaule du roi à l'avers et en haut sur le revers. Ces légendes sont écrites en latin à l'exception des doubles tournois, monnaie produite en très grande quantité qui avait pour but de populariser le portrait et le nom du roi. On voit aussi des légendes en français sur les monnaies constitutionnelles de Louis XVI. On peut lire sur les légendes des monnaies le nom du roi suivi de son titre, par exemple Ludovicus Rex, c'est-à-dire Louis Roi.
On peut remarquer qu'il n'y a pas de numéro d'ordre après le nom du roi ni de date, ce qui a longtemps compliqué l'identification des monnaies du Moyen-Âge. En effet, il existe plusieurs rois capétiens qui portent le nom de Louis ou de Philippe. Dans le cas des rois portant le nom Philippe, les pièces ont été différenciées par le dédoublement du L ou du P. Mais il faut reconnaître que l'apparition des numéros d'ordre des monarques à partir du règne de Louis XII puis de François Ier facilite grandement l'identification des monnaies. Au XVIe siècle, il arrive que le numéro d'ordre des rois soit inscrit en chiffres arabes plutôt qu'en chiffres romains. Par la suite, les chiffres romains sont toujours utilisés. Le titre du roi, Dei Gratia Francorum Rex, qui signifie « roi des Francs par la grâce de Dieu », est souvent abrégé DGFR Rex sur les monnaies. À partir d'Henri IV, les rois de France sont aussi rois de Navarre, et leur titulature devient donc DG Francorum ou Franciae et Navarrais, ce que l'on peut traduire par roi de France et de Navarre, ce nom étant généralement abrégé par l'expression Nav. Après 1791, Louis XVI apparaît sur les monnaies avec le titre roi des François. À l'exception des monnaies des XIIe et XIIIe siècles, les monnaies royales françaises portent au revers des légendes religieuses plus ou moins abrégées et rédigées en latin. XPC ou XPS Vincit, XPS Regna, XPS Impera, ce qui signifie « le Christ vint, le Christ règne, le Christ commande ». On voit aussi cette formule inscrite sur les louis d'or à partir de Louis XIII sous une forme un peu modifiée. On lit également au revers de la plupart des monnaies royales la formule suivante, Benedictum sit nomen Domini nostri Dei Jésus Christi, ce qui signifie, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La formule, là encore, est abrégée selon les règles de la paléographie médiévale, par exemple avec la contraction des mots NRI pour nostri. Outre la légende mentionnée ci-dessous, les revers des monnaies portent également les phrases Sit nomen Dei benedictu, béni soit le nom du Seigneur, ou encore, mais plus rarement sur des monnaies de Louis XIV notamment, Domine salvum fac regem, ce qui signifie que Dieu protège le roi. Au cours de 8 siècles d'histoire, les monnaies royales ont enregistré l'évolution de l'usage de l'écriture, passant d'écriture romane sous les premiers capétiens aux écritures gothiques onciales, 13e-14e siècle. Le gothique orné est apparu au XIVe siècle, puis le gothique décadent au XVe siècle, avant de se rapprocher à partir de la Renaissance et jusqu'au XVIIe siècle des formes d'écriture modernes. Un tableau reproduit le style des lettres de l'alphabet et leurs évolutions en 8 époques différentes telles qu'on peut les voir sur les monnaies. Ce tableau constitue une aide précieuse pour déchiffrer les légendes des monnaies. Il n'y a pas de date sur les monnaies jusqu'au règne d'Henri II. C'est ce roi qui rendit obligatoire l'inscription du millésime sur les pièces par une ordonnance de 1549. De même que pour les numéros d'ordre des rois, on voit parfois les dates inscrites en chiffres romains mais généralement elles sont mentionnées en chiffres arabes. Il va sans dire que ces dates sont celles de l'ère chrétienne, sauf pour les années 1791 à 1793, qui sont datées de l'ère de la liberté, en 3, en 4 et en 5, voulues par la Révolution. Les quelques particularités des monnaies royales évoquées jusqu'ici doivent être complétées avec de multiples marques, symboles et points secrets que l'on peut lire sur de nombreuses pièces et qui, au premier abord, leur donnent un aspect un peu ésotérique. Au Moyen-Âge, en particulier au XIVe et XVe siècle, les rois de France ont souvent changé les types de monnaies. Ils l'ont généralement fait pour renforcer les monnaies. Mais lorsqu'il était question de dévaluer les pièces, par exemple en abaissant la quantité de métal précieux qu'elles contenaient, ils se sont souvent contentés d'appliquer à la monnaie dévaluée une marque spéciale, que l'on nomme le différend. Le différend, comme son nom l'indique, servait à identifier deux émissions différentes d'un même type de monnaie. Les différends prennent diverses formes. Il peut s'agir d'un croissant sous la croisette initiale de la légende, d'une étoile, d'un point marqué dans les hauts de la légende, d'un lit initial remplaçant la croisette. Les différends peuvent être encore le changement de position des couronnelles dans le champ, des signes de ponctuation spéciaux intercalés dans les lettres de la légende. Bref, les graveurs et maîtres d'atelier ont ainsi inventé 1000 subtilités pour marquer les différentes émissions monétaires. À partir du règne de Charles VI, 1380 à 1422, les différences, au lieu de marquer les changements d'émission, commencent à devenir la marque particulière des ateliers de fabrication. C'est l'introduction de la date dans la légende sous Henri II en 1549 qui provoque la disparition des différends d'émission. Les différends des maîtres de la monnaie apparaissent sous Louis XI et deviennent constants sous François Ier. Au XVIIe siècle, les différends de graveurs se généralisent. On peut lire sous l'effigie du roi, au XVIIIe siècle, le différend du maître de la monnaie, tandis que le différend du graveur de la pièce se trouve contre la date. Il n'est évidemment pas possible d'expliquer ici en détail tous les différends qui ont été représentés sur les monnaies royales françaises depuis les origines. Aussi terminerons-nous cette présentation par le décryptage d'une monnaie de Louis XVI, un double louis d'or frappé en 1788 dans l'atelier de Bordeaux. Le millésime figure en chiffres arabes au revers, sur lequel on découvre également la lettre de l'atelier où a été fabriquée la pièce. Cette lettre, le K, correspond à l'atelier de Bordeaux.
Le symbole du maître graveur de Bordeaux qui était alors en fonction, Jean Moulinier, est une croix dans un cercle qui se trouve avant le millésime. La légende de la pièce est celle que l'on peut voir sur les louis d'or. Il s'agit de la formule « Le Christ règne, le Christ vint, le Christ commande » écrite en abréviation. À l'inverse se trouve l'effigie du roi, entourée par la légende, qui contient son nom, son numéro d'ordre parmi les monarques de même nom, ainsi que sa titulature abrégée. À la base du buste du roi on peut lire le nom abrégé du graveur général Duvivier, Benjamin Duvivier. Sous le buste se trouve le différent du maître de l'atelier de Bordeaux, un temple, qui était alors la marque d'Antoine du Temple. Dans l'ensemble, les monnaies royales françaises sont assez difficiles à lire et à déchiffrer. Leur aspect est souvent frustrant en raison de particularités de fabrication et quand elles sont parfaitement lisibles, les monnaies sont pleines de signes secrets, de symboles, de noms, de différents. Déchiffrer ces signes permet de mieux comprendre les monnaies et leur place dans l'histoire. Ce déchiffrement apporte de grandes satisfactions et c'est sans doute ce qui rend les monnaies royales françaises si intéressantes à collectionner. Cette présentation des bases élémentaires pour lire et comprendre les monnaies royales françaises est terminée. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.